When will you ever take hold? I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, now I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. There's a time when we are weak, when we are broken. Options are left open. In darkness, it's all of us. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Flex Lewis. Si tu ne sais pas qui c'est, tu vas voir ma vidéo de la semaine dernière. J'ai expliqué qui était ce petit individu et j'ai également fait son analyse morpho-anatomique. En plus de ça, j'ai une nouvelle casquette Bass Pro Shop. On n'est toujours pas sponsor, mais c'est pas grave. Après, on sait jamais parce qu'on vient de passer les 900 abonnés sur la chaîne. Merci. Ah oui, 900, ça paraît pas, mais ça fait beaucoup pour moi. Ça fait même vraiment beaucoup de monde, à vrai dire. Merci tout le monde. Road to 1K, 1000 hein, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Donc abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, boostez-la si vous êtes sur téléphone. Normalement, vous avez juste à swiper les commentaires. Paraît-il que ça aide la chaîne. Et oui, parce que encore une fois, c'est grâce à vous si cette dernière en fait grossit petit à petit. Et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons parler des conflits anatomiques de Flex Lewis, qui est un cas très intéressant, notamment pour ceux qui n'arrivent pas à avoir des pecs. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Oui, j'ai pas mal de mecs dans mes DM, no mots. Il n'est pas impossible que dans cette vidéo, je vous donne quelques pistes pour comprendre d'où vient votre problème, en fait, tout simplement. Et oui, parce que les conflits anatomiques sur les pecs, Flex Lewis, il les a quasiment tous. Sauf que pour autant, il a quand même vachement bien réussi à les développer. Mais comment a-t-il fait, allez-vous me demander? Eh ben, en s'entraînant. Bien, en l'occurrence. Enfin, le facteur principal pour avoir des pecs, ça reste quand même l'entraînement. Je ne crois trahir aucun secret en disant ça. Je crois, en remarque. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'observer la stratégie qu'il a mis en place pendant ses entraînements, afin de comprendre comment il en est arrivé là, malgré tout. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va checker en fait. Mais avant, remettons du contexte. C'est un bodybuilder professionnel, 7 fois champion Olympia dans la catégorie 212. Et il s'entraîne depuis une très grosse, non pas celle-là, vingtaine d'années, si ce n'est plus. Donc c'est pas un débutant, c'est pas non plus un intermédiaire, c'est un gros et lourd avancé. Ce qui veut dire qu'il connaît parfaitement son corps et qu'il a une connexion neuromusculaire on top, qui sait adapter ses angles et ses amplitudes en fonction des exercices qu'il utilise par rapport à sa morphologie. On va voir dans cette vidéo que son training pec est plutôt bien pensé et on commence avec le premier exo. En premier exo, nous avons un fly en décliné. J'espère que vous avez fait attention à l'angle qu'il utilise. À forte tension d'étirement pour les plus connaisseurs d'entre vous. Et si vous avez remarqué, il a plutôt du mal à ressortir sa cage thoracique. C'est limite si on voit les épaules partir en avant. Alors je dis pas que c'est le cas, je pense surtout que c'est dû à la taille proéminente de son deltoïde antérieur. En tout cas, comme premier exercice, c'est pas con du tout. Son étirement va lui permettre d'ajouter un afflux sanguin important dans ses muscles. Il explique dans la vidéo que je vous mets en description, ça dit en passant si ça vous intéresse, qu'il cherche à squeeze un maximum ses pecs en fin de mouvement. Certains me diront mais c'est pas normal puisque c'est pas un exercice à forte tension de contraction. Encore une fois je me répète mais c'est un avancé avec énormément de connexion sur ses muscles et ça change la donne. En plus de ça, faut pas oublier qu'il a une attache qui est longue sur l'humérus concernant ses pecs. Et si vous allez regarder sa vidéo, vous vous rendrez compte qu'il ne brasse pas de l'air sur le premier exercice. Il y a quand même un peu d'intensité. Et à la fin de ces séries, il est déjà pumpé des pecs. Ceci dit, je vous coupe l'herbe sur le pied pour certains. Je sais que le pump n'est pas un indicateur, un facteur direct de croissance musculaire. À part que moi aussi, j'ai lu des études. Par contre, si vous êtes capable de prendre du recul sur ce que vous lisez et que vous prenez un peu en expérience, celle-là, elle est gratuite, vous pourrez comprendre que c'est un excellent indicateur pour savoir si vous utilisez efficacement votre muscle ou pas, puisque votre sang va se diriger vers le ou les muscles principalement utilisés. En deuxième exercice, il fait un chest press. Mais attention, pas n'importe lequel puisqu'il est décliné et convergent. Ce qui est intéressant par rapport à ces conflits anatomiques, c'est que si vous utilisez un chest press qui est décliné ou un exercice du style, plus vous déclinez, moins vous utilisez ou recrutez, si vous voulez, vos épaules. Que vous ayez des clavicules qui soient larges et droites et donc un point fort épaule, ou que vous ayez les clavicules courtes et qui remontent. Que là, forcément, votre deltoïde antérieur va s'attacher près de votre cou. Comprenez juste que faire du décliné limitera le recrutement des
des épaules au détriment des pecs. Que votre chest press soit convergent ou non. Et comme je vous l'ai dit, il a un avantage épaule dû à sa structure osseuse et musculaire. Tu veux en savoir plus? Vidéo de la semaine dernière, n'oublie pas. En plus de ça, sur les chest press déclinés, vous allez avoir tendance à pouvoir utiliser davantage d'amplitude de mouvement. Sauf peut-être pour ceux qui ont un chef long du biceps qui est court sur l'épaule. C'est pas impossible que vous deviez adapter votre amplitude pour éviter d'avoir des douleurs sur les épaules justement. I took all that pain, put that energy to change. I will never be the same, I will never be a stain. En troisième exercice, on a encore un fly. Bizarre. Je dirais même un flat fly, c'est-à-dire un écarté qui n'est ni incliné ni décliné. C'est un exercice à forte tension de contraction, mais avec une bien meilleure stabilité, grâce au banc justement, ce qui va lui permettre de pouvoir générer plus de force. Et là, vous allez me dire, mais Ben, pourquoi à nouveau un fly dans son training? Et pourquoi à ce moment-là et pas à la fin? Bon, je présume que vous avez surtout entendu que un fly, il fallait placer en fin de séance comme exercice de finisher. Alors on s'entend, c'est pas une mauvaise idée d'en faire un exercice de finisher. Ça dépend par contre de votre morpho et votre niveau. Et quand vous avez une morphologie qui s'approche de celle de Flex Lewis, que vous êtes bourré de conflits anatomiques comme lui, il n'est pas impossible que vous puissiez perdre votre pump sur vos exercices de poussée. Et pour contrer ça, afin d'avoir un meilleur recrutement des muscles ciblés, il faut renvoyer du sang pendant la séance dans vos pecs et de nouveau pumper si jamais vous avez un deuxième mouvement de presse qui suit. C'est pourquoi il remet un fly à cet endroit-là et lui permettre de recréer de la connexion sur ses pecs. Il explique d'ailleurs dans la vidéo qu'il s'arrête avant que ses épaules ne prennent l'ascendant sur ses pecs et c'est quelque chose que je vous invite à faire également. Si vous ressentez trop un muscle qui n'est pas celui que vous voulez travailler pendant votre série, il faut l'arrêter là. Ou réduisez l'amplitude, mais ça dépend de l'exercice que vous faites. Si ça se trouve, il faudra même changer d'exercice et faire quelque chose qui est plus adapté à vous. Hey man, listen up closely. I know lately you're a bit lonely. Did you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie? It's true, between me and you. En quatrième exo, on a un chest press à forte tension de contraction, non convergent et décliné. Oui, encore une fois. Est-ce que ce serait plus intéressant qu'il soit convergent? Oui, en effet, ça pourrait être plus intéressant. Par contre, ça peut t'apprendre à solliciter plus fortement tes pecs en milieu fin de mouvement sur un exercice de poussée qui justement n'est pas convergent. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, surtout pour sa morpho. Donc au final, c'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'il le fasse comme ça. Est-ce que je le mettrais à un débutant? Non. Pour un intermédiaire, ça peut se faire. En premier, un fly, instable, en étirement et décliné. En deuxième, un chest press décliné et convergent. En troisième exercice, on a notre deuxième fly, à plat et à contraction. Et pour finir, un chest press décliné, non convergent et à forte tension de contraction. Dans la séance, il y a moins de 10 à 12 séries sur l'ensemble de ces exercices. Une personne qui a la même morphologie que lui, avec les mêmes conflits anatomiques et qui est débutant devra bouffer un volume qui est bien supérieur pour justement créer de la connexion et de la force de recrutement sur les pecs, voire très probablement en changeant l'agencement et le choix des exercices de la séance. En fait, je pense que vous faites juste sauter le dernier chest press. Pour les débutants, c'est plutôt bien. Recopier l'entraînement d'une personne qui n'a pas le même niveau que vous, ni la même morpho. Il y a de grandes chances que vous ne progressiez pas aussi rapidement que vous le devriez. Vous augmentez également vos chances de vous blesser en n'utilisant pas des angles et des amplitudes qui vous sont adaptés. Au final, c'est juste une perte de temps. Sauf si vous avez une capacité de prendre du recul sur ce que vous faites, ce qui est de plus en plus rare, et comprendre que tel ou tel mouvement est fait pour vous ou non. À ce moment-là, vous allez apprendre de vos erreurs et donc réadapter votre training en fonction de ça. C'est ce qu'on appelle prendre en expérience. Du haut de son 1m65, Flex Lewis n'a pas une morphologie qui ne lui donne que des avantages, en particulier sur les pecs. On l'a vu, il ne doit pas avoir des bras qui sont particulièrement longs, et là je parle d'envergure, ce qui, sur une structure de petite taille, lui donne l'avantage d'avoir des muscles qui sont extrêmement longs sur ses segments. Ses triceps, ils sont longs sur le coude et sur l'épaule, que ce soit le vaste externe ou le vaste interne, mais également médian. Plus vous avez les muscles qui sont longs, plus vous avez des facultés à les recruter et à les développer. Sur le papier, plus vous les développez, plus vous allez avoir de la facilité à les faire pumper tôt dans votre séance et donc avoir de la connexion neuromusculaire plus rapidement que d'autres muscles, ce qui va accentuer le recrutement sur des mouvements qui sont complexes. On rajoute à ça des clavicules qui sont larges et très plates, ça va vous donner des facilités à développer vos épaules en utilisant des charges qui sont lourdes. Et qui dit clavicule large dit généralement une insertion du pectoral qui est basse sur l'humérus, c'est-à-dire que vous avez les pecs qui sont longs. Sur le papier, c'est génial. Vous allez me dire, il a les pecs qui sont longs, donc ils sont faciles à recruter.
compliqué. Et bah non, puisque comme la majorité des personnes qui ont des clavicules qui sont larges, et elles sont pas nombreuses, ils se retrouvent avec une cage thoracique qui est très étroite. Ce qui ne te donne pas, pour ainsi dire, l'avantage pour développer tes pecs qui soient courts ou longs sur l'humérus. La nature a été pourtant bien faite chez lui, puisque n'ayant pas de cage thoracique, il se retrouve avec des avant-bras qui sont tout petits, ce qui va limiter sa profondeur de mouvement, donc d'amplitude, pour ne pas surétirer ses pectoraux et donc se blesser facilement. Juste pour que vous compreniez, le mec a les triceps qui sont extrêmement longs et développés, sur des bras qui sont tout petits. Dès qu'il vient fléchir le coude, c'est ses triceps qui commencent à s'étirer avant les pecs. Si tu fais du développé couché avec une morphologie bras comme les siennes, tu vas tout pousser avec les triceps. On rajoute à ça une facilité de recrutement de l'épaule, avec un deltoïde antérieur qui est proéminent, malgré qu'il ne soit pas long sur la clavicule, et ben il va quand même très facilement retenir la charge, ou pousser le bras vers l'avant sur un chest press. D'autant plus si les coudes sont proches des côtes. Et c'est pour ça, si t'as bien remarqué, que sur ces mouvements de presse, il a les coudes qui sont très hauts, justement pour limiter l'activation de ses triceps. En plus de ça, il fait un décliné quasiment à chaque fois, ce qui va réduire l'activation de ses épaules. C'est là qu'on voit que le choix des exercices, les angles, les amplitudes sont très bien adaptés par rapport à sa morpho et à ses facilités de recrutement. Comprenez ceci, si vous avez des conflits anatomiques quels qu'ils soient, c'est-à-dire des muscles qui interfèrent via leur forte activation par rapport à celui que vous voulez vraiment travailler, votre objectif va justement être de limiter leur activation. Alors je sais que ça paraît très facile à dire comme ça, mais pour ce qui est des pecs, sur un mouvement de poussée, on est d'accord que les pecs, les triceps, les deltoïdes, voire les dentelés antérieurs pour ceux qui poussent avec les épaules en avant, s'activent. Si tu pousses davantage avec ces muscles, en dehors des pecs, tu perds un grand pourcentage de la tension que tu pourrais mettre justement dans tes chests. Si on fait un pourcentage un peu au hasard, sur 100% de la tension que tu vas générer sur ta masse musculaire sur un développé couché, avec des conflits anatomiques comme ceux de Flex Lewis, très efficients sur le deltoïde antérieur, mais aussi et surtout sur les triceps, tu aurais par exemple 50% de la tension sur tes triceps, 30% de la tension qui part dans tes épaules, et 20% sur tes pecs. Encore une fois, c'est un exemple au hasard. Selon toi, quel groupe musculaire va subir le plus de tension mécanique, le plus de fatigue, le plus grand besoin de récupération, et donc qui vont grossir le plus vite? Ah bah réponse, c'est pas tes pecs, ce qui va créer une augmentation du différentiel de force entre tes bras et ta poitrine. Et là, on rentre dans un cercle qui est vicieux, où tu vas creuser de plus en plus l'écart entre tes épaules, tes triceps et tes pecs. Mais comment on fait, Ben, pour réduire leur activation, va-t-on me dire? Avant toute chose, apprenez à effectuer un mouvement de poussée de manière optimale, même un développé couché. Si je prends mon cas, je n'ai pas la meilleure morpho pour prendre de la viande sur les pecs avec un développé couché. Bon, j'ai pas la pire non plus, hein. Pourtant, j'ai une grosse paire de meules et la quasi-totalité de ma masse musculaire sur les pecs, je l'ai fait sur cet exercice-là. Donc prenez le temps d'apprendre. Deuxièmement, adaptez vos exercices en fonction de vos besoins. Je sais que ça dépend énormément du matériel que vous avez à disposition, mais faites au mieux. Ensuite, adaptez vos angles de travail. Et là, typiquement, je vous parle de la hauteur de vos coudes et de l'angle de vos bras par rapport à votre poitrine. C'est-à-dire soit plat, soit incliné, soit décliné, de manière plus ou moins importante pour les trois. Et pour finir, votre amplitude de mouvement. Certains pourront avoir une amplitude qui leur permet de toucher la barre sur la poitrine et d'autres pas du tout. En tout cas, ils peuvent essayer, mais c'est au risque de problématiques sur l'épaule. Filmez-vous, essayez, observez et adaptez. Dites-moi en commentaire comment vous êtes foutu. Si je peux vous aider, je vous donnerai quelques pistes. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un service de consultation en bio Insta, donc abonnez-vous, n'hésitez pas à checker. Et pour ceux que ça intéresse, les coachings sont toujours disponibles. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager, propagandisez-moi. Boostez la vidéo si vous êtes sur téléphone. Vous avez juste à swiper les commentaires. La semaine prochaine, peut-être le retour des vidéos d'entraînement et pas n'importe où parce que ça sera au pur muscle.